Vous m'avez vu, mais vous m'avez pas regardé. Bonjour à tous, bienvenue pour ce second webinaire OH Days. Après avoir sondé le champ de la créativité appliquée à la communication extérieure, nous vous invitons cette fois à une plongée inédite placée sous le signe de la performance et plus précisément de l'attention publicitaire. De fait, nous allons parler audience, économétrie et surtout expérience. N'est-ce pas Tanguy ? Exactement, Fouzia. Exposition, audience, attention, activation, efficacité, ROI. Nous avons réuni ce matin les meilleurs experts pour passer en revue ces différents indicateurs. Alors, avant de débuter, faisons un petit point sur la santé du média. Ce sont les chiffres du BUMP sur le premier semestre 2024. La publicité extérieure montre une progression de 10% et dépasse notablement son niveau d'avant-crise, puisqu'on est désormais à plus 4% par rapport à 2019. La progression est positive désormais sur l'ensemble des leviers depuis la crise Covid. On voit que le shopping est toujours en forte croissance à plus de 23%. Le transport est également à plus 13%. Et puis sur ce semestre, l'outdoor est désormais en positif à 7%. Tout comme le mobilier urbain. Donc pour la plupart des segments, vous le voyez sur la colonne de droite, on est supérieur à 2019. Enfin, le numérique qui est toujours en excellente santé puisqu'il progresse de 26%. Et alors là, par rapport au premier semestre 2019, on est sur une croissance supérieure à 50%. Voilà, on débute tout de suite avec nos premiers invités. Bonjour à tous les trois. Pour cette première table ronde, nous allons nous intéresser au contact publicitaire au travers de deux notions très importantes, l'audience et l'attention. Alors Christine, l'IREP que tu diriges et le CESP ont publié le 10 octobre dernier un livre blanc sur l'attention publicitaire. Alors, est-ce que l'attention va devenir le nouvel indicateur clé de la performance ? Alors, pas tout à fait, mais je vais y revenir dans une minute. Déjà un petit effet de contexte par rapport à ce livre blanc. Pourquoi nous avons initié ce livre blanc il y a un an ? Tout le monde le sait, on assiste à une fragmentation des audiences, des usages, à une multiplication des points de contact, à une sursollicitation publicitaire qu'on pourrait aussi appeler encombrement. Et dans ce contexte-là, l'attention, évidemment, est une denrée précieuse, une denrée rare. Aujourd'hui, c'est un élément important et qui est intégré dans les stratégies d'investissement des annonceurs. Donc, il était important qu'on regarde un peu de plus près ce qui se passe au niveau de l'attention. Et surtout, il y a eu depuis 2-3 ans un grand nombre d'initiatives, en particulier de la part des acteurs du digital, pour justement mesurer cette attention au-delà du critère de visibilité qui était un critère peut-être aujourd'hui insuffisant. En tout cas, l'attention est donnée une ampleur supplémentaire, j'allais dire, au contact publicitaire. Donc évidemment, il y a une multiplication d'initiatives. Multiplication d'initiatives digitales, mais multiplication d'initiatives aussi de la part d'autres médias, des médias audiovisuels, la publicité extérieure. Et donc, il nous est apparu important au CESP et à l'IREP, donc deux entités neutres, de nous pencher sur le sujet justement de manière un peu transverse, en invitant l'interprofession, donc les annonceurs, les agences, les médias et les régies médias, bien évidemment, pour travailler sur ce sujet de manière transverse, avoir une définition commune finalement de l'attention, parce qu'on s'est rendu compte quand on a regardé les différentes mesures qui existent aujourd'hui en France et à l'étranger, qu'il y a pratiquement autant de définitions de l'attention, j'allais dire, que de mesures. Donc c'était important devant ce foisonnement d'avoir un peu les idées claires, d'avoir une définition partagée, commune et transverse de l'attention,
ainsi que des indicateurs. Et puis notre rôle, c'était aussi de donner des éléments de bonne pratique, des recommandations, des points de vigilance méthodologiques. Mais alors, si je reviens à ma première question, tu en fais quand même un indicateur de performance. Alors, j'en fais un indicateur de qualité des contacts. Et c'est comme ça, c'est dans ce sens-là qu'on a travaillé et que le groupe de travail est arrivé à un consensus. Il est important de voir que l'attention, finalement, c'est un critère pivot entre le contact et l'exposition publicitaire à l'ensemble des médias, et l'efficacité que l'attention produit. Sans attention, il y a peu ou très peu de chances finalement que l'efficacité publicitaire puisse avoir lieu, que ce soit en termes d'impact, tout simplement d'impact publicitaire, ou de branding et d'impact sur les marques. Donc c'est un critère pivot, un critère, je dirais, stratégique finalement. Et en même temps, c'est pas forcément extrêmement nouveau. Alors pourquoi est-ce que c'est remis sur le devant de la scène ? Alors, c'est pas nouveau, ça c'est sûr, puisque déjà au 19e siècle, il y avait des chercheurs en sciences cognitives, en psychologie, qui se sont intéressés à l'attention. En France, dans les années 70, un éminent monsieur qui s'appelle Armand Morgenstern avait fait le lien entre attention et mémorisation. Et puis beaucoup plus récemment... Et on aura sa fille tout à l'heure sur la prochaine table ronde. Parfait. Et puis plus récemment, il y a un ouvrage quand même qui fait référence et qui est l'ouvrage de Karen Nesselfield, qui a beaucoup travaillé sur l'attention, en particulier par rapport aux différents niveaux d'attention, qu'elles soient basses, moyennes ou très élevées, et a montré justement comment l'efficacité pouvait progresser en fonction de la progression de l'attention, si je puis dire. Donc tout ça n'est pas nouveau finalement, mais ce qui est nouveau quand même, et ce qui a beaucoup accéléré le processus de notre point de vue, c'est la technique et la technologie, et en particulier les technologies d'eye tracking qui ont été plus performantes, plus facilement utilisables, y compris en mobilité. Et d'ailleurs, les afficheurs aujourd'hui travaillent sur ces technologies extrêmement performantes de lunettes pour mesurer l'attention en mobilité. Et donc, ce qui est nouveau aussi, c'est la définition que vous avez trouvée avec le CESP. Est-ce que tu peux nous donner la définition sur laquelle vous êtes mis d'accord avec le groupe de travail ? Alors, la définition sur laquelle nous nous sommes mis d'accord, elle répond à plusieurs critères. Elle répond à la fois à un critère de transversalité, elle répond à un critère d'analyse de l'attention, quel que soit le mode de réception, que ce soit justement en mobilité ou pas en mobilité. Et je vais la lire parce que je ne veux pas oublier un mot. Le critère, et donc la définition de l'attention aujourd'hui, telle que nous l'avons conçue tous ensemble, c'est dans un environnement donné, l'attention est le fait pour un individu de fixer son esprit sur un ou plusieurs des éléments d'un message publicitaire. Donc voilà, on reprend ici tous les critères et toute la transversalité de cette définition. Sébastien, chez Havas Media, vous aviez aussi travaillé sur le sujet de l'attention via un autre livre blanc qui s'appelait Meaningful Attention. Comment toi, tu abordes ce sujet ? Oui, effectivement, on avait sorti un livre blanc l'année dernière. Et la façon dont on avait abordé le sujet, c'était qu'à l'époque, et c'est un petit peu encore le cas, j'ai l'impression, tout ce qui concernait l'attention était très dans la mesure quanti. On suit des yeux qui regardent pas, on clique pas. Et on avait essayé justement d'apporter un autre éclairage en apportant une réflexion quali. Et pour ce faire, donc on a interviewé, vous verrez dans le livre blanc, des experts de la communication, des médias, des annonceurs, et ainsi de suite. Et on avait travaillé avec un docteur en sémiotique. Donc ça, c'est tout de suite un peu compliqué parce qu'il faut comprendre ce qu'il dit. Mais quand on comprend ce qu'il dit, on est content parce qu'on arrive à en sortir des trucs. Et notamment sur, un peu pour reprendre ce que disait Christine, sur la qualification de cette attention. Est-ce qu'elle est juste réceptive ? C'est-à-dire que oui, ok, j'ai repéré qu'il se passait un truc. Ou est-ce qu'elle est vraiment perceptive ? Est-ce que je commence à essayer de comprendre ce qu'on cherche à me raconter ? Donc il y a différents types d'attention. Et puis même, ce qu'on voit, c'est que ça dépend beaucoup du contexte. Donc là, on commence à qualifier le contexte. Le contexte, c'est déjà la matière. Est-ce que c'est du papier ? Est-ce que c'est des ondes ? Est-ce que c'est des images ? Est-ce que les images bougent ? Donc ça ne donne pas la même qualité de perception. Ce qui joue aussi, c'est l'expérience.
est-ce que ce média, je le regarde tout seul? Est-ce que je le regarde à plusieurs? Est-ce que je le regarde l'écoute dans la voiture? Donc cette expérience-là participe aussi à cette attention. Et il y a aussi un élément qu'évoquait le sémioticien qui était intéressant, c'est la projection de l'audience. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le sentiment d'être avec mes pairs, des gens qui pensent comme moi ou qui vivent le même moment, ou est-ce que je suis carrément tout seul et donc c'est hyper perso, quoi. Ça aussi, c'est donc différents éléments qui, si vous avez l'occasion de regarder, de lire ce livre blanc, ont forcément des impacts sur la façon dont on va mettre les publicités. Est-ce qu'on est dans de l'intégration? Est-ce qu'on est dans de l'admission? L'admission, c'est pub télé, il y a un jingle, bam, pub télé, bam, il y a un jingle, c'est fini. Là, on est dans de l'admission, c'est une convention, les gens acceptent que. Est-ce qu'on est dans la, comment dirais-je, l'insertion? Donc il y a plein de façons derrière de voir de capter la bonne attention en fonction du bon point de contact. Et c'est vrai que sur le OH, en fait, le sémioticien bloquait un peu, quoi. Et alors, pourquoi vous n'aviez finalement assez peu traité le OH? Est-ce que c'est parce que son attention est naturelle, j'allais dire? Je ne sais pas si c'est parce que l'attention est naturelle, mais en fait, vous savez comment bosse un sémioticien, il travaille sur les signes et sur la symbolique des signes. Et quand on est dans la rue, quand on est dans les transports, quand on est dans les malls, les signes changent énormément. Le contexte peut éventuellement être le même, puisque les transports, c'est une certaine ambiance, les malls, c'est une certaine ambiance, la rue aussi, mais ça change. Il y a beaucoup de contextes différents. Il peut pleuvoir, il peut y avoir du soleil, ça peut être la nuit, ça peut être la fête, ça peut être le matin. Donc il y a beaucoup de choses qui changent. Et c'est ça, je pense, qui l'a bloqué. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, notamment le contexte. Jean-Marc, est-ce que toi aussi, pour toi, le contexte, c'est un élément important de l'attention? Le contexte joue énormément. La spécificité de l'affichage, c'est d'être vraiment multiple. Des niveaux de répétition, des univers, des formats d'exposition qui sont extrêmement variés. Et au cœur du média planning, il y a bien de maîtriser cette notion de où et quand va avoir lieu l'exposition. C'est des sujets chez Publicis qu'on a pris en compte en travaillant avec un outil qui s'appelle Grid, dans lequel en fait on divise la France en petits carreaux de 800 mètres de côté, et chaque petit carreau, il a un type de paysage. C'est un hypercentre, c'est un centre-ville, c'est une banlieue résidentielle, etc. Et en fait, on lit l'offre affichage sur cette répartition, et ça nous permet vraiment de comprendre comment et d'aller chercher, notamment en ciblage programmatique, certains univers pour aller vraiment qualifier des niveaux, des endroits où on va avoir une exposition et un format qui vont se rencontrer. Alors, on en parlait, c'est aussi dans un contexte de fragmentation des audiences que l'attention est remise sur le devant de la scène. On a de la chance, j'allais dire, avec le out of home, c'est qu'il n'y a pas ou peu de fragmentation des audiences, et au contraire, on a une audience qui ne cesse de croître. Alors, avant de parler finalement de qualité de contact, il faut déjà être en mesure de dénombrer ce contact. Jean-Marc, tu as une autre casquette que celle de chez Publicis, qui est celle de président de Mobimétrie, la mesure d'audience du OH, qui a connu une petite révolution. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Le job de Mobimétrie, c'est de fournir les données d'audience, notamment qui vont après nourrir tous les outils d'explication de la performance comme les MMM. Et on s'est attaché à vraiment travailler sur la robustesse sur trois axes. Le premier axe qu'on a déjà pas mal expliqué, qui est la qualité de la donnée de trafic, donc cette base de mobilité qui concerne l'ensemble des Français, qui nous permet de projeter la mobilité de chaque individu, timé, nourri par à la fois l'émetteur et à la fois donc des boîtiers portables avec un GPS et par des bases de données externes qui permettent d'introduire du real-time dans la mesure. Donc ça, c'est fait. On a une donnée précise à la rue, horodatée, etc. La deuxième chose, c'est d'amener les univers. Donc ça, c'est un travail qui est encore en cours, puisqu'on a la majorité de l'affichage extérieur. On travaille énormément sur l'indoor, et on peut d'ores et déjà vous dire qu'on est en test sur les univers simples. Ce qu'on appelle l'univers simple, c'est un point de vente, une entrée, quelques panneaux. Donc ça va être tout, par exemple, le DOH du retail dans les proxys, ça va être les salles de sport, etc. Donc ça, on est prêt à l'intégrer. Mais ce sur quoi je voudrais focuser, c'est le troisième point, qui est qu'est-ce qui se passe dans le dernier mètre, c'est-à-dire comment on croise la mobilité avec les patrimoines. Et là,
on a vraiment innové et on est maintenant au niveau des meilleurs standards européens, puisqu'en fait, je prends aussi mon anti-sèche, dans l'ensemble des paramètres qu'on prend en compte, il y a bien entendu le format. Est-ce que le panneau est mobile et statique? S'il est statique, il va avoir un coefficient d'attractivité qui va être lié au fait que l'œil va être attiré. Son environnement en termes de masquage, donc on a défini cette notion de cône de visibilité qui était absente, qui a été modernisée pour la nouvelle mesure. Bien sûr, la vitesse des déplacements, quel que soit le mode, qui caractérise la durée d'exposition et qui est probabilisée. Et on top de ça, des notions issues de l'eye tracking qui permettent vraiment d'avoir une probabilisation extrêmement précise des contacts entre ces bases de patrimoine et ces bases de déplacement. Donc, on a vraiment franchi une étape qui nous permet de qualifier, de construire des dispositifs différemment et de fournir des données explicatives qui vont être extrêmement précises. Et tu disais que par rapport aux autres pays, la France est vraiment en avance sur le sujet? Alors, si on prend la zone Europe, on va dire qu'on est au niveau des meilleurs, puisqu'on a rattrapé en fait des pays comme le UK, comme les Nordics. Et par contre, si on prend une vision internationale, oui, là, le marché européen est très très en avance. Christine, attention, audience, comment toi tu fais le lien? C'est ce contact média? Exactement. Ouais. Ben oui, parce que avant d'être attentif, il faut avoir vu. Donc, le contact média, il est essentiel. Donc, les mesures mobilimétriques sont évidemment essentielles pour définir ce contact et l'exposition au contact publicitaire. Donc, l'attention vient ensuite. Elle peut être, comme le disait Karen Elsolfin, flottante ou basse ou plus élevée. Ça peut être une attention ascendante ou descendante. Il y a plein de formes d'attention. En tout cas, c'est évidemment un critère pivot pour que l'efficacité se fasse. Donc, les agences aujourd'hui et les annonceurs ont de plus en plus et travaillent de plus en plus justement sur de l'optimisation d'inventaire. Sur une sélection finalement d'inventaires pour optimiser leurs investissements et les rationaliser en fonction aussi de ce critère. On a dit tout à l'heure, c'est un critère stratégique. On pense sincèrement que c'est un critère important et stratégique. Et de plus en plus, d'ailleurs, il est intégré par les agences avec leurs annonceurs dans des logiques de planning, voire des logiques de média planning. Ça peut aller jusqu'à l'intégration pour certains médias dans des logiques de média planning. Donc on peut parler aujourd'hui, il y a une certaine finalement rationalisation aussi des espaces publicitaires par ce biais de l'attention qui est importante parce qu'on est aussi dans une optique de décarbonation et ça va dans le bon sens finalement. Cette rationalisation ou ce marketing raisonné de la publicité qui permet peut-être d'avoir moins mais mieux avec une meilleure qualité de contact. Sébastien, une réaction? Oui, ce qui est intéressant avec l'attention, c'est qu'on peut la traiter par le haut et par le bas. C'est-à-dire que les technos, principalement aujourd'hui, nous permettent d'exclure certains points de contact qui ne génèrent pas suffisamment d'attention, et donc soit de faire des économies, soit même en plus d'avoir moins d'impact carbone, soit effectivement plutôt, soit en création, soit en choisissant les bons espaces, d'augmenter l'attention. Donc c'est vraiment le haut et le bas qui est intéressant. Et je voudrais revenir aussi sur le point que tu évoquais sur la fragmentation. Moi, je vois de plus en plus, en tout cas, j'ai de plus en plus de clients et d'annonceurs pour lesquels c'est un problème, la fragmentation. Et l'intérêt de l'OH, c'est que justement, la consommation de ce média se fait dans un environnement où on est tous ensemble. En tout cas, on est tous ensemble à ce moment-là. Alors, on n'est peut-être pas très content d'être tous ensemble, mais on l'est quand même. Parfois, on est très content, parfois, on l'est un peu moins. Et c'est assez important parce que ça veut dire que l'expérience de consommation de l'information se fait dans un cadre collectif. Et ça participe forcément à la façon dont on perçoit l'information qui est, ou la publicité qui est en OOH ou en DOH. Et ça participe aussi, pour certaines marques, à constituer un genre de collectif. J'ai l'impression, tu disais parfois on n'est pas content, mais je pense qu'avec les JO, on a montré qu'on avait content d'être en ville, dans la rue, ensemble. Exactement. Et après le Covid, où on était
heureux de retrouver la rue. Là, on a repris possession de la rue pendant les JO. Jean-Marc On parle de fragmentation. Enfin, même si on a rationalisé les contacts et la méthode de prise en compte et de calcul des contacts, la clé du média, ça reste quand même des performances en termes de couverture et de répétition qui sont inégalables. Et le média se détache des autres médias de plus en plus sur ces capacités-là. Alors, vous, quel levier, j'allais dire, vous identifieriez pour améliorer l'attention dans le cadre du OH ? Le premier levier, je pense qu'il est propre à l'OH, mais propre à l'ensemble des médias, c'est la création. La création, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à appréhender et à analyser, parce que c'est extrêmement complexe. Mais la création, en tout cas, si je me réfère au rapport de l'ARF, donc l'Advertising Research Foundation, qui a travaillé avec l'ensemble des 26 mesureurs internationaux, c'est eux qui ont répondu à un questionnaire. On leur a demandé quels étaient les leviers finalement les plus importants et les plus intervenants dans l'attention. Le premier levier, c'est la créa. Donc, c'est au travers de leurs expériences et de leurs analyses et de leurs études multiples, évidemment, qu'ils ont tous répondu, à plus de 60%, près de 70%, c'est la création. Le deuxième levier, c'est le média, parce que c'est le contexte, finalement, d'insertion et de réception de ces messages publicitaires, que ce soit en fixe ou en mobilité, qu'il s'agisse de messages audio ou vidéo ou print. En tout cas, c'est évidemment le deuxième aspect le plus important. Et il y a un autre acteur qui s'appelle l'Attention Council aux États-Unis qui a analysé 50 campagnes justement en matière d'attention et de l'efficacité que ça génère et que l'attention génère. Et ce que dit l'Attention Council, c'est que finalement, ces deux leviers sont intrinsèquement liés. Ces deux leviers sont intrinsèquement liés et que, certes, la création est importante, mais qu'une même création dans un contexte d'insertion différent n'aura pas forcément le même score en termes d'attention. Alors, côté agence média, plutôt création, plutôt contexte média Alors moi, déjà, avant d'être en agence média, j'étais en agence créa. Donc j'ai déjà beaucoup eu l'occasion de travailler avec des créatifs. Et c'est vrai que la création, à chaque fois, on ressort, il y a des chiffres qui sont plus ou moins 50%, plus ou moins de l'impact, de l'efficacité et donc de la capacité à créer de l'attention. Ça, c'est un premier élément. Il y a un deuxième élément qu'on n'a pas réellement évoqué, qui effectivement, on dit souvent que l'OH n'a pas de contexte média, il n'a pas de contexte éditorial. Mais il a un contexte. Il y a des créatifs, si vous leur dites on va travailler sur des culs de bus, ils vont s'amuser à travailler sur des culs de bus. Enfin, il y a des contextes spécifiques où on est capable d'avoir des prises de parole particulièrement impactantes et donc particulièrement capables de générer de l'attention. Et je pense qu'avec les technologies de ciblage et de précision concernant le type de panneaux sur lesquels on va communiquer, on va de plus en plus pouvoir créativement faire des choses qui génèrent de l'attention. Mais après, ce qui est aussi hyper intéressant avec le média et donc avec la création dans l'OH, c'est que finalement, on est sur des interactions avec les marques quasi instantanées. On est sur du 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, ça dépend. Or, on nous bassine en permanence sur les différents leviers digitaux et réseaux sociaux qu'il faut aller faire des trucs courts, il faut que ça soit court, il faut que ça soit rapide. Donc finalement, il y a une expérience, il y a une possibilité de créer des messages encore plus courts et donc peut-être encore plus percutants en OH. Et ça m'a rappelé une autre réflexion qu'on a menée, parce que des fois, nous, chez Havas Media, on parle aux sémioticiens, puis des fois, on parle aux neurosciences aussi, on varie les plaisirs. Et en termes de com, on a l'occasion de discuter avec donc, des neuroscientifiques qui nous disaient, ce qui est hyper intéressant dans la communication, et en particulier dans l'OH, qui rejoint un peu le print parfois, c'est qu'il peut y avoir des coms très explicites et des coms très implicites. Explicite dans le sens où si je vous donne une info sur tel produit, tel prix, maintenant dans tel magasin, ça c'est explicite. Il y a pas de doute. Hein. On est carré, c'est chiffré, c'est efficace. Il n'y a pas d'imaginaire derrière. Mais le cerveau, en tout cas ce que nous dit le neuroscientifique, le cerveau est très content parce que c'est précis. Il y a une date, il y a un prix, c'est efficace, on ne va pas perdre son temps, on ira. On peut, via des communications en OH, faire de l'implicite, des sous-entendus, des refs, des blagues, des choses qui laissent une plus grande part à l'appropriation par le cerveau. C'est-à-dire qu'on voit un truc,
Et puis après, on y repense, puis on y repense, puis on y repense. Et ça, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, ou intéressant de le faire sur un média comme l'OH que sur d'autres médias où derrière, il y a un autre message qui va arriver, un autre message qui va arriver, un autre message. Donc, jouer sur explicite, implicite, j'ai l'impression que c'est des pistes intéressantes pour les créatifs. Donc, c'est-à-dire que moins on est directif, plus on encourage à s'approprier le message et donc à la mémorisation de ce qu'on est en train de regarder. Exactement. Jean-Marc, quelle piste tu imagines? L'enjeu créatif, évidemment, parce que 3 secondes et demie d'exposition, et donc il faut convaincre, mais c'est commun, je dirais, à l'ensemble des médias. Je crois qu'il y a 20 ans, il y avait 4 abribus nationaux, et on achetait un abribus. On avait le A, le B ou le C. Voilà. L'offre, elle est devenue complètement dingue de variété, et les manières d'acheter sont devenues tellement modulaires que le terrain de jeu est fantastique. Et je crois que après l'attention, le média planning est complètement, enfin pour générer l'attention, pardon, le média planning est complètement clé. Cette notion de jouer avec le contexte, le bon format, le bon moment, est extrêmement efficace et qu'elle n'a jamais été aussi facile d'utiliser que maintenant, et avec une donnée en plus d'audience qui est extrêmement qualitative. Écoutez, merci beaucoup. Peut-être une dernière question, Jean-Marc, parce que tu parlais d'utilisation pour mobimétrie de l'eye tracking. Christine, tu parlais de l'utilisation de l'eye tracking pour l'attention. Alors, est-ce qu'un jour, mobimétrie pourrait intégrer des critères d'attention? Alors, de l'eye tracking, oui, oui. Puisque on a repris des normes qui sont des normes européennes. Creuser l'affaire sur le périmètre France, pourquoi pas, enfin, ça peut être des travaux qu'on envisagerait. Après, de là à produire une mesure d'attention, faudra y réfléchir. Il faut en discuter. Ouais. Formidable. Merci à tous les trois. On va s'intéresser maintenant aux cibles fortement exposées à l'OOH et à leur consommation avec notre partenaire Kantar Media et son outil TGI. Bonjour François, en complément de la mesure d'audience, Kantar Media et son étude TGI apportent une approche consommation. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est cette étude ? Bonjour Tanguy, bonjour à tous et à toutes. En effet, avec TGI, donc une étude de Kantar Media qui croise les fréquentations médias et les habitudes de consommation, on va pouvoir explorer, analyser les attitudes et les comportements pour les achats. On va également explorer les aspirations, les centres d'intérêt, les passion points, également les critères, tous les différents critères qui, pour un individu, vont être hiérarchisés lorsqu'il va faire son processus d'achat. Donc c'est tout ça qu'on va retrouver dans TGI, c'est 60 000 variables, ça fait plus de 3,5 milliards de possibilités pour construire des cibles, donc c'est très très large. C'est la raison pour laquelle j'ai mes petits pense-bêtes pour ne pas me tromper dans les chiffres. Donc tout ça sur un panel de 15 000 Français représentatifs de la population française. Et alors, quelles sont les cibles auxquelles tu t'es intéressé ? Alors, on a travaillé pour préparer ce webinaire sur une cible fort OH, donc un public fort OH, c'est-à-dire la population qui va être la plus exposée à la publicité extérieure. Donc pour ça, on a un indicateur qui va combiner les éléments de lieu de résidence, des habitudes de déplacement, des durées quotidiennes de déplacement par type de mode de transport et également le lieu de travail régulier. Donc tout ça fait notre indicateur qui va scorer l'ensemble des Français sur leur exposition OH et on va prendre le tiers le plus exposé, le tercile le plus exposé pour construire notre public fort OH. Et alors, si on se place dans une approche plutôt socio-démo, qui sont exactement les forts OH ? Alors, ces forts OH, on va les retrouver sur les actifs 25-50. C'est vraiment le centre de cette population. On va les retrouver dans les grandes agglomérations, également sur l'Île-de-France. Et puis, ils vont être bien représentés dans les CSP+, et également dans les foyers aisés, les catégories de revenus élevés. Et alors, quel style de consommateurs sont-ils ? Alors voilà, ça c'est un peu le démarrage de mes premières diapos, un rapide panoramique des shoppers que sont les forts OH. Donc ils sont surconsommateurs par rapport à la population générale, sur des univers de produits extrêmement larges et surtout avec des fréquences de consommation plus importantes que la moyenne des Français. Donc on voit un indice 130 ici sur méga consommateurs. Ça veut dire que le public fort OH score
30%, au-dessus de la moyenne de la population française, pour tous les items qui vont construire ce profil méga consommateur. Et c'est assez logique puisqu'on est centré sur les 25-50 ans, donc sur cette cohorte également très consommatrice. Alors on voit que ce sont des consommateurs avisés. Je vous ai mis également d'autres exemples de profils de consommation qu'on calcule sur l'étude TGI. Donc assez marqué sur le profil Advice Addict, ça veut dire c'est les personnes qui vont rechercher les avis des influenceurs, les conseils du vendeur avant de faire leurs achats. Sur le local, donc ils vont privilégier les achats en proximité. Sur le profil Savvy également, ceux qui vont s'informer sur toutes les caractéristiques du produit avant de prendre leur décision d'achat. Sur le profil Consumer to Consumer, celui qui va consulter les avis, les scores sur Internet d'autres consommateurs. Sur le profil Brand Wanted, on a également en indice assez fort. Pour le Brand Wanted, je veux dire, c'est la marque qui est vraiment le repère dans son parcours de consommation et dans son expérience de consommation. Et sur le Smart Shopper également, où là, la recherche du bon plan sur des marques reconnues va être au cœur de son parcours, donc chercher les offres spéciales sur les marques les plus connues. Et alors, ces forts OOH, quel rapport ont-ils avec la publicité ? Alors, sur la diapo qu'on va voir maintenant, on a pris quelques exemples des items du rapport à la publicité, spécifiquement sur l'affichage. En effet, sur les forts OH, on a une appétence, donc un indice d'appétence fort sur la publicité en général, mais en plus assez marqué sur l'attraction dans la publicité extérieure. Donc l'affichage publicitaire améliore le paysage urbain, la perception de la marque, vous le voyez ici sur la diapo, et le lien cross-média que la publicité extérieure peut nourrir avec la campagne TV est également mis en valeur. Mais ce n'est pas tout. On va passer à la suivante. Pour le public fort OH, la publicité extérieure, elle est appréciée pour découvrir les produits et les services, pour découvrir les marques, indice 135, pour mieux connaître les marques, indice 133, pour apporter les informations au bon moment, indice 128. Également, il considère, de manière plus forte que les Français, que la publicité extérieure va inciter à se rendre en magasin, va inciter à visiter le site de la marque ou bien un site marchand. Donc on est dans des indices autour de 140 ici. Et un dernier panoramique ici sur la relation à la publicité. Pour eux, la publicité extérieure est esthétique, créative, originale, haut de gamme, glamour et spectaculaire. Et c'est pour ça que j'en ai profité pour vous mettre des exemples assez contextualisés pendant la période des JO qu'on a vécu cet été, où on a pu faire en effet animer la ville avec de l'OH et du DOH particulièrement spectaculaires. Qu'est-ce qui distingue ces forts OH des autres en matière de consommation ? Alors, cette population fort OH, ils vont surconsommer par rapport à la population générale. On l'a vu, on mesure donc ce niveau méga consommateur, mais on le mesure aussi sur chaque univers spécifique de consommation. Là où ils vont réaliser les catégories d'achat sur lesquelles ils vont se concentrer. Donc, on le voit ici avec quelques exemples sur le voyage, où on a donc un indice 146, sur les biens culturels et le divertissement, indice 144, sur la catégorie boissons de grignotage, où on a également un indice assez fort, sur l'habillement, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et sur la beauté, également aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Alors, je crois que tu as aussi relevé des différences en fonction de leur lieu d'habitation. Voilà, donc cette population fort OH, on a regardé donc où elle allait se répartir dans les strates d'habitat par agglomération. Donc évidemment, la grosse cohorte, c'est sur les agglomérations de plus de 100 000 habitants, c'est quasiment la moitié de nos forts OH, 48%. Ensuite, c'est Paris et l'Île-de-France. On est autour de 29%. Je regarde pour ne pas dire de bêtises, 29%. Et ensuite, les moins de 100 000 et les zones rurales, sur lesquelles on est un peu en dessous du quart. Et l'intérêt, c'est de mettre en lumière les différences d'approche de consommation, les nuances qui vont intervenir dans la décision de consommation. Et si on prend l'exemple de l'automobile, sur les agglomérations de plus de 100 000 habitants, on va être sur un profil beaucoup plus centré sur le prix. C'est les critères de prix bas, de calcul du coût à l'usage du modèle qui vont être le plus importants. Ça veut dire qu'on va avoir
à l'inverse, sur les profils qu'on va prendre sur l'agglomération Paris-Île-de-France, on va être beaucoup plus marqué sur l'innovation et également sur la marque automobile en elle-même. Et donc, ce que vous voyez à l'écran maintenant, c'est la suite au niveau de l'acte d'achat. On va être plus sur la concession lorsqu'on est en agglomération de plus de 100 000 habitants et on va être plus sur la visite sur le site web et évidemment la visite dans les salons auto. Et évidemment, le salon auto coche la case ici à Paris et vient de se terminer. Pour les gros OH qui sont en agglomération de Paris-Île-de-France. Autre différence, le véhicule neuf va être plus en affinité sur l'agglomération Paris-Île-de-France et le véhicule occasion plus sur les agglomérations de plus de 100 000. Donc on voit qu'il y a toute cette possibilité de faire des nuances, des différences à mettre en avant lors de l'acte d'achat. Et alors, si on prend un autre secteur comme celui de la distribution alimentaire, ça donnerait quoi ? Alors, sur la distribution alimentaire, on a également ces différences qui apparaissent, puisqu'on va avoir dans la zone agglomération plus de 100 000 habitants, on va avoir une attention particulière, une surveillance particulière sur les promotions, sur la recherche du plus bas prix, alors que lorsque je vais me concentrer sur l'agglomération Paris-Île-de-France, évidemment, le plus bas prix, il est toujours là, il est sur toutes les strates, il est dans l'ensemble de la population française, mais ce sont également la notion des horaires d'ouverture qui vont apparaître beaucoup plus fort, plus 5 mois. Et toujours sur cette zone d'agglomération Paris-Île-de-France, on va avoir une confiance dans les grandes marques qui va être également beaucoup plus marquée, avec des items comme ceux que vous voyez en ce moment. Je prends une grande marque pour ne pas me tromper, plus 7 points. Je prends une grande marque pour me faire plaisir, plus 5 points. Je crois que tu t'es aussi intéressé au digital, au DOH. Alors, TGI recueille en déclaratif la notion d'attention régulière des individus vers les dispositifs DOH. Donc c'est l'attention naturelle dont tu parlais tout à l'heure, c'est aussi l'attention aux signes que peuvent émettre le DOH. Et ça nous permet de constituer une population attentive DOH au sein de TGI pour pouvoir faire ce même travail sur les méga consommateurs. Et on voit que sur ce profil de consommation, c'est la diapo suivante, nous retrouvons nos attentifs DOH en indice d'affinité extrêmement fort sur les biens culturels et loisirs, indice 185, sur le bricolage et le jardinage, indice 152, sur la catégorie boissons, grignotage, 147, sur les voyages également, sur l'habillement homme, l'habillement femme qu'on retrouve également ici, et sur la beauté homme, la beauté femme. On retrouve tout ça avec des indices encore plus forts par rapport à la moyenne de la population française. Et l'intérêt avec TGI, c'est qu'on peut ensuite explorer la hiérarchie des critères ou des influences qui vont amener à la décision d'achat. Je vous ai fait l'exercice ici sur la beauté femme. Donc, je suis toujours sur ma population DOH et j'ai demandé le top 5 des critères pour l'achat en reach, en pénétration, dans un premier temps, c'est ce que vous voyez à gauche. Et là, on retrouve à peu près les mêmes critères que pour la population française. Les indices sont très faibles et on retrouve les mêmes pourcentages. Puis ensuite, j'ai demandé le top 5 en affinité. Et là, on va retrouver toute la nuance sur cette population DOH qui va marquer plus l'influence et l'émotion. Et on a fait le même travail également sur la mode femme aussi. Top 5 en reach, pénétration, on retrouve ces caractéristiques intrinsèques, je dirais, du produit qui sont pour toute la population française vraiment le top 5 qu'on regarde en premier avant d'acheter. Et puis ensuite, le top 5 en affinité sur cette population DOH, elle va nous montrer des attentions plus marquées sur la responsabilité, sur la marque, plus marquées que la moyenne de la population française. Alors merci, beaucoup de chiffres. Si on devait synthétiser ça en 3 points, quels seraient-ils ? Alors, il y a 3 points à retenir, je dirais. C'est que sur la population fort OH, on est sur une population fortement consommatrice, enfin de méga consommateurs par rapport à la population française. Méga consommateurs sur les achats du quotidien, plus de fréquence, mais également méga consommateurs sur les achats, je dirais, plus impliquants personnellement, l'hygiène beauté, l'habillement, les loisirs, les vacances. Et donc, tous ces profils, on peut les croiser et les construire au sein de l'étude TGI. Deuxième point, c'est que, bien évidemment, il y a des différences de consommation selon le contexte personnel, le contexte géographique. J'ai pris l'exemple des strates d'habitat tout à l'heure, mais c'est la même
manière, on fait les différences sur les ressources, les structures de famille, les aspirations culturelles. Je vous parlais des passion points en introduction, c'est très très important dans les différenciations. Également, si on a l'habitude d'acheter plutôt en physique ou plutôt en ligne, et ça fait des grosses différences ensuite sur les achats. Donc tous ces affinages de profils, ce fine-tuning des profils, c'est également ce qu'on peut faire avec les 60 000 critères TGI. Et troisième point, le DOH qu'on a vu à la fin. Donc on a vu que c'était sur une population particulièrement attentive à sa consommation et donc méga consommatrice. Et donc c'est un écrin vraiment remarqué par cette population méga consommatrice qui inclut dans leurs critères ensuite des notions beaucoup plus personnelles, on l'a vu. Et donc sur le DOH, on est en train de faire évoluer l'étude TGI pour pouvoir mieux travailler et mieux explorer spécifiquement le DOH dans l'ensemble de la publicité extérieure. Eh bien, on attend ça avec impatience. Merci beaucoup, François, pour cet éclairage vraiment très instructif. Merci, Tanguy. Sur les cibles fortement exposées à la publicité extérieure. Et on passe tout de suite à notre dernière table ronde consacrée à l'efficacité et au ROI. Pour conclure ce webinaire consacré à la performance, on va s'intéresser à l'efficacité. Zisla et Frédéric, vous avez mené un gros travail sur l'efficacité business de la communication extérieure via la modélisation économétrique, ce qu'on appelle communément le ou les MMM. Alors, en préparant cette table ronde, il a été dit que la communication extérieure était le parent pauvre des MMM. Première question, est-ce que c'est vrai? Et quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés dans la mesure du ROI de la out of home? Zisla. Je vais commencer par les défis. Alors, mesurer l'efficacité, c'est quelque chose de complexe parce que l'efficacité est multidimensionnelle. Donc, un des défis à relever, c'est de parvenir à donner des résultats simples sans être simpliste. Or, un des soucis qu'on rencontre, c'est que face à des multifacteurs qui peuvent expliquer l'efficacité, très souvent, on se contente d'un seul résultat, c'est celui que j'appelle simpliste, le ROI, comme s'il encapsulait la totalité des résultats. En réalité, il faut être beaucoup plus détaillé, beaucoup plus précis. Frédéric en parlera certainement. Et en ce qui concerne les autres défis, eh bien, si chaque média a ses particularités, la communication extérieure a, elle, des spécificités tout à fait marquantes et qui font que si on ne dispose pas, par exemple, des bonnes données pour expliquer ses résultats et ses efficacités, eh bien, on se retrouve face à des conclusions qui peuvent être complètement erronées. Frédéric, sur l'aspect parent pauvre. Oui, du coup, on a dû vraiment beaucoup travailler sur cette partie information, data qui rentre dans une modélisation. Et c'est vrai que là, l'affichage était souvent, au niveau des annonceurs, des agences, etc., traité de manière un petit peu plus légère. L'information était moins précise, moins adaptée à sa spécificité, qui est une action très ponctuelle. Et du coup, voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et puis, comme le disait Zisla, l'intérêt, donc le défi, c'était vraiment de donner les facteurs explicatifs de l'efficacité. Donc, au-delà de la constater, de la mesurer. Donc, on a des ROI. Notre publicité extérieure était rentable sur tous les marchés qu'on a analysés. Mais l'enjeu était vraiment de comprendre cette rentabilité pour en faire des moyens d'action. Finalement, ne pas subir le ROI, pouvoir le reproduire quand il est bon ou l'améliorer quand il est mauvais. Donc c'était vraiment la démarche principale au-delà de la mesure, qui est bien sûr la finalité, mais l'enjeu d'aide à la décision, d'amélioration, d'optimisation était vraiment au cœur du sujet, autant pour les agences que pour les annonceurs. Alors justement, côté annonceur, Alix, chez Coca-Cola, je crois que vous êtes en pleine marketing transformation. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se traduit dans votre stratégie et surtout dans comment toi tu abordes les médias et notamment la communication extérieure? Oui, la marketing transformation, elle a commencé il y a maintenant plus de 3 ans chez Coca-Cola. Elle veut d'abord dire de suivre les usages de nos cibles et de nos consommateurs, et ce au travers de tous les plans médias qu'on peut faire à l'année. Elle se traduit en premier par une digitalisation de nos plans, par une montée en puissance de ce qu'on appelle l'expérience, qu'elle soit auprès des consommateurs ou auprès des shoppers, et ensuite par une réinvention de la manière qu'on a d'activer les médias traditionnels. Jusque-là, on appelle l'OOH un média traditionnel, même si on fait aussi beaucoup et de plus en plus de DOH. Et on se pose des questions sur comment le rôle de ces médias, donc OOH, DOH, évolue avec le temps et avec les nouvelles générations.
Donc, ce qui veut dire que jusque-là, on avait une tendance on prenait le OH comme un socle de Reach. C'est pas quelque chose qu'on remet en cause, loin de là, mais c'est quelque chose qu'on veut affiner et auquel on veut ajouter des dimensions d'expérience, de contextualisation, pour aller de plus en plus vers les occasions et la mobilité, puisqu'on sait que c'est là où se retrouvent nos cibles. Donc c'est plus un nouveau regard qu'on porte sur ce média, dont on connaît la valeur, mais dont on cherche à explorer des nouveaux potentiels. Et c'est pour ça qu'on est ravis qu'il y ait des études comme ça qui soient menées et que nos partenaires nous accompagnent sur ces sujets. Et alors justement, sur la question des MMM, toi, tu as des études sur d'autres médias. Comment tu le vois pour le OH ? Ce qui est certain, c'est que jusque-là, dans les MMM qu'on a pu mener, qui étaient très ROI focus, le OH ne ressortait pas forcément de manière positive, ce qui implique un travail en interne, mais aussi avec nos agences, pour mieux comprendre ce média et aller au-delà des KPI classiques qu'on reçoit de la part des régies. Donc pour ça, on a la chance de bénéficier d'un certain nombre d'études, mais qu'on systématise en fait de plus en plus, parce qu'on se rend compte que, en effet, à partir du moment où le multidimensionnel n'est pas pris en compte, ça peut mener à des erreurs. Nous induira en erreur dans nos médias planning, si on va trop vite sur ces sujets-là. Stéphanie, tu accompagnes Coca-Cola dans ses stratégies médias et Groupe M a participé à cette étude de l'UPE menée par Zisla et Frédéric. Alors, quelle est ta vision du out of home et qu'est-ce que tu attends du MMM en communication extérieure ? Donc effectivement, nous, au sein de Groupe M, toute la partie EOH, DOH a une place de choix. C'est un média qu'on joue sous toutes ses formes, que ce soit en affichage traditionnel, en média in-store, en événementiel. Ça permet de répondre à beaucoup de problématiques. Et pour Coca, en année exceptionnelle JO, on l'a effectivement vraiment encore plus joué pour aussi son ancrage territorial. Ça nous a permis de relayer des temps forts comme le relais de la flamme qui avait vraiment du sens d'être présent dans les territoires avec une vraie proximité avec les usages de la cible. Et c'est vrai que pour les marques de grande consommation, c'est un média qui est vraiment le média du dernier mètre avant l'achat. Donc pour nous, c'est d'autant plus important, même sous des formes beaucoup plus événementielles et branding. C'est un média qui nous permet d'avoir un relais en magasin très fort et de soutenir les ventes. La mesure est essentielle chez Groupe M dans notre accompagnement et en particulier pour Coca. C'est vrai qu'on met en place beaucoup d'études. Et l'initiative de l'UPE sur ce MMM, pour nous, était une évidence de pouvoir participer, de contribuer aux facteurs explicatifs qui, derrière, nous permettent d'avoir des insights sur une meilleure application demain dans les plans de médias de ce média et derrière, d'avoir une efficacité business renforcée. Oui, parce que l'idée derrière, c'est d'aller convertir. Exactement. Alors, Alix en a parlé, il y a le OH et puis il y a le DOH. Est-ce que Zisla, Frédéric ou même Alix, vous voyez des différences dans l'approche et puis dans les paramètres à prendre en compte pour évaluer leur efficacité ? Alors du coup, je vais parler aussi du futur, donc notre troisième épisode. Alors sur ça, ce on en parlera aussi à la okay. fin. Ce sera... Donc effectivement, on a commencé déjà à dissocier les choses, donc à bien sûr analyser en fonction des caractéristiques de chaque action. Donc comme tu le disais, peut-être la difficulté avec les MMM, c'est qu'ils ont une tendance à moyenner les effets, donc on va mélanger des actions qui sont finalement pas complètement comparables, surtout pour l'affichage, avec des expériences différentes. C'est moins le cas pour les autres médias. Donc l'enjeu est vraiment de différencier les situations, donc du OH-DOH, des dispositifs très différents doivent être mesurés différemment. À date, dans les cas qu'on avait, on n'avait pas assez de cas pour avoir des enjeux très significatifs. Donc ça va être l'objet d'une future mesure. Oui, cependant, ce qu'on a pu mettre en évidence, surtout Frédéric d'ailleurs, puisqu'il était... les mains dans le cambouis, si j'ose dire, eh bien, c'est que justement dans l'explication du ROI, c'est pas tant la mesure qui compte que pourquoi on a ce ROI. Ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est l'importance de l'hyper-saisonnalité. C'est-à-dire au-delà de printemps, été, automne, hiver, c'est qu'est-ce qui se passe ponctuellement en termes de température, de pluie, etc. Et pour certains produits, je pense aux vôtres par exemple, bien évidemment, avoir la possibilité de réagir
puisqu'on sait que le ROI, lui, va réagir très fortement sur ces produits hyper saisonniers, va réagir très favorablement et positivement. Il est important de pouvoir disposer de médias qui permettent cette réaction. Or, le DOH permet précisément cette hyper-réaction face à l'hyper-saisonnalité. Oui, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on le conçoit aussi chez Coca-Cola, où à partir du moment où on a un besoin d'hypercontextualisation, de personnalisation, on va aller vers le DOH qui va nous permettre de jouer avec les créas, d'être beaucoup plus précis et beaucoup plus dans la proximité par rapport à nos cibles. On joue aussi beaucoup sur la mobilité. En investissant les terrains des transports, on va aussi de plus en plus proche du point de vente, là aussi potentiellement avec des jeux de créa différents. Et c'est une sorte d'orchestration à la fois média mais aussi créative qui s'installe et qui est permise par ce média. Stéphanie ? Alors, oui, on joue effectivement toute la partie DOH pour toutes ces capacités de ciblage, d'hypercontextualisation, que ça soit d'ailleurs en complément de l'OEH, mais aussi des autres médias, parce que c'est un média qui est très complémentaire avec les autres médias. Après, mon petit bémol, c'est attention à l'hyper-ciblage qui est offerte aussi grâce au programmatique qui a vu le jour il y a peu de temps sur ce média, parce que l'essentiel, on en parle, c'est d'avoir des éléments de mesure suffisamment significatifs. Et c'est vrai que l'OEH et le DOH doivent aussi garder les qualités intrinsèques de ce média, que sont la couverture, la puissance et également une répétition assez élevée. Donc voilà, il faut qu'on arrive à jouer avec l'ensemble de ces critères pour garder des effets mesurables, explicables et une performance in fine sur le business de nos annonceurs et en particulier sur Coca, puisqu'on en parle aujourd'hui. Alors justement, dans les facteurs explicatifs, on l'a vu lors de la première table ronde, la création est un facteur essentiel pour générer de l'attention. Est-ce que c'est aussi un élément explicatif d'un bon ou d'un mauvais ROI ? Qui veut répondre là-dessus, Zisla ? Alors, on a presque besoin de parler du futur puisque notre étude n'est pas terminée et qu'elle se poursuit. On a commencé à entrevoir, au travers des cas qu'on a pu traiter, on a commencé à entrevoir une réalité de l'importance de la création, enfin de la créativité de la création dans les résultats. C'est pas très surprenant, hein, c'est un peu normal quand même. Heureusement, la création, la qualité du message fait beaucoup, ça c'est normal. Un des enjeux importants, c'est d'arriver à quantifier l'importance que prend la création là-dedans. Et par rapport à la question sur l'attention, on sait que plus une création est performante et plus elle peut attirer l'attention. Donc l'enjeu, ce sera aussi d'arriver à accrocher tous ces critères, toutes ces conditions de qualité et d'efficacité. Parce que derrière l'attention, on a la reconnaissance, on a la mémorisation et ensuite on passe à l'activation ou à la préférence de marque. Ouais. Frédéric ? Oui, donc on l'a démontré en fait déjà sur une marque. Simplement, la prudence veut qu'on rajoute des cas, des situations, des contextes pour avoir un enseignement plus global. Alix, je crois que chez Coca-Cola, vous avez un programme justement sur la création qui est OOH Excellence. Oui, parce qu'on se rend compte au fur et à mesure de nos différentes études que la création nous permet d'avoir des variations de résultats assez importants. On se pose des questions aussi sur le niveau de personnalisation qu'il faut opérer, comme tu le disais, Stéphanie. Et dans le cas, par exemple, du relais de la flamme, c'est toutes ces études qui nous ont permis d'aller vers des créations régionales et des créations nationales et de créer une orchestration adaptée à l'endroit où on allait poser nos OH. Et on a remarqué des effets très positifs derrière ces créas. Parce que là, on a vraiment la création d'un sentiment de proximité avec... Exactement, parce qu'on a allé chercher dans la ville le bon emplacement avec le bon message, pour que la personne qui passe devant se sente encore plus concernée et que donc, les items de considération augmentent. Stéphanie, sur le relais de la flamme, qui a été un grand événement cette année. Effectivement, Alix en parlait. On a eu l'occasion de prétester des créations avec des créations qui étaient vraiment le plus en phase avec le territoire dans lequel elles étaient diffusées. On a même testé des créations régionales avec un autre visuel pour s'apercevoir que plus en fait c'est adapté
au territoire dans lequel on est présent et en phase avec les audiences qu'on cible, plus les résultats sont forcément hauts. Les intentions de participer au relais de la flamme ont été bien plus accentuées avec ces créations. Les intentions d'achat également. Donc on a vraiment un besoin d'adaptation très élevé et de s'éloigner du bon vieux repiquage local qu'on pouvait avoir par le passé qui finalement n'apportait pas suffisamment d'attention pour avoir des créations totalement en phase, en écho avec ce territoire. Donc l'élément de contexte est primordial. Oui, tout à fait. Et il faut, ça nous permet d'avoir différents éléments sur lesquels jouer, qui sont des éléments explicatifs à une efficacité renforcée derrière de nos campagnes. Alors, la création, c'est aussi parfois des créations qui sortent du cadre, des formats out of the box, davantage tournés vers l'événementiel. Quelles sont, Alix, tes attentes, je dirais là, plutôt de la part des régies, en fait, puisque c'est elles qui sont un peu derrière? En fait, on en parlait au début. Dans le cadre de la transformation marketing qu'on opère, on cherche de plus en plus à réinventer la façon dont on traite les médias traditionnels. Et dans le cadre du OH, ça veut aussi dire, au-delà de création et mobilité, expérience. Et pour ça, c'est vrai qu'on a besoin de développer des dispositifs de plus en plus événementiels et d'avoir les régies derrière nous pour nous montrer ce qui est possible, aller vers de l'innovation, potentiellement bénéficier de nouveaux formats. Donc on a fait pareil, des très beaux tests sur les campagnes de Relais de la Flamme et Olympique cette année. Et là encore, on s'aperçoit qu'en termes d'impact, quand on arrive à relier notre expérience à une expérience retail ou une expérience comme le Relais de la Flamme, on gagne en efficacité et en impact. Et donc, ça nous permet de sortir de impact, puissance, pour aller vers expérience et personnalisation. Et donc là, on peut faire du couponing, on peut faire de l'hyper-proximité. Oui, tout à fait. Après, hyper-proximité, comme le disait Stéphanie, toujours sans aller trop loin non plus, parce que sinon on en perd le bénéfice. Du retail de plus en plus. Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'on a besoin d'un accompagnement parce que c'est des services à mettre en relation qui ne sont pas forcément au sein de nos agences et aussi au sein des régies. Donc ça demande à aller un cran plus loin dans les façons de faire. Zdzislaw, Frédéric, vous vouliez en parler. Alors justement, quelles sont les évolutions sur lesquelles vous travaillez pour l'épisode 3, puisqu'il y a déjà eu deux présentations de votre travail en économétrie sur la communication extérieure? Du coup, ça reprend la plupart des problématiques qu'on a évoquées ici. Donc, on veut aller plus loin sur certains sujets, comme effectivement la partie géographique, locale, contexte, etc. Donc, aller plus finement, en gros, désagréger la modélisation, qu'elle aille le plus bas possible pour aller bien estimer les choses et les différencier. Il y a l'enjeu de la création, on veut aller plus loin, multiplier l'écart pour avoir des enseignements plus généraux, plus robustes. Et puis creuser encore plus notre sujet OH-DOH pour bien repérer les bons dispositifs, les bons dosages. Donc c'est finalement aller plus loin sur des sujets qu'on a déjà un petit peu touchés et qui sont revenus dans la discussion assez naturellement. Donc il faut atteindre ces objectifs pour notre prochain épisode. Et alors là, ce serait pour quand? Ça démarre. C'est work in progress. Voilà, donc on a la pression de tout le monde pour aller le plus vite possible et surtout, il faut le faire bien, donc c'est très important comme le disait en introduction Frédéric, la qualité de la donnée, en particulier pour le média communication extérieure, est essentielle. Mauvaises données, comme disent les Anglais, garbage in, garbage out. Des mauvaises données en entrée conduisent à des erreurs d'interprétation. Donc c'est absolument essentiel. Il faut prendre le temps nécessaire, mais voilà, il y a le temps aussi de l'impatience des résultats. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été présents ce matin. Voilà, j'espère que ce webinaire consacré à comment maximiser l'efficacité en communication extérieure aura répondu à vos attentes. Moi, je retiendrai une chose de nos échanges de ce matin, c'est que oui, la création est essentielle. Évidemment, on a besoin d'une data toujours plus précise, mais j'ai l'impression que contexte is king. Contexte création ou contexte média, on voit bien que c'est lui qui influence tout, de la mesure d'audience à la façon dont l'attention est captée jusqu'à l'efficacité en matière de ROI. Ce webinaire est désormais terminé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode des OH Days. Passez une très bonne journée.